Ceci est un champ d'Artemisia annua. C'est aussi un champ de bataille où se déroule l'un des ultimes combats contre la malaria. La maladie fait chaque année 500 000 victimes, en majorité des enfants. Nous sommes à Madagascar. Ces paysans récoltent l'Artemisia annua, une plante originaire de Chine. Elle appartient à la nombreuse famille des armoises, comme l'absinthe ou l'estragon. Certains voient dans l'Artemisia annua une plante dangereuse. Elle est d'ailleurs interdite en France et en Belgique. Pourtant, elle n'est pas toxique et ce n'est pas une drogue. L'artémisia n'est dangereuse que pour ceux qui font de la malaria un business. C'est très important, c'est urgent, parce que les populations, chaque année, nous perdons des millions d'enfants. We'll have to have drugs and vaccines and other things to do these eradication. C'est des histoires de pouvoir et d'argent et de territoire, et c'est toujours ça. Ce qui se passe aujourd'hui est véritablement terrifiant. La solution est sous nos pieds. Cette plante est interdite en France. L'artémisia, c'est une mauvaise herbe qui pousse partout sur Terre. J'aimerais les voir avec un enfant mourant devant eux. Si l'OMS perd l'artémisie, c'est une catastrophe. C'est un énorme business. Un grand dépôt pharmaceutique m'a dit, mais là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. Pour comprendre les enjeux de cette histoire, un rappel s'impose. La malaria, aussi appelée paludisme, est une maladie infectieuse propagée par un moustique, l'anophèle. Seule la femelle anophèle est porteuse du parasite. Il y a plusieurs sortes de parasites qui transmettent des formes différentes de la maladie. Celle qui nous intéresse est la plus sévère, causée par un parasite nommé Plasmodium falciparum. Ce parasite est très complexe. Il change de forme et d'expression génétique à chaque étape de son cycle de vie. La maladie se manifeste par des fièvres violentes et des sueurs. Elle occasionne parfois une anémie qui peut dégénérer en coma à l'issue fatale. Les enfants sont les principales victimes de la malaria. Dans certaines zones très touchées, un enfant sur 5 en meurt. Depuis la nuit des temps, l'homme fait la guerre à la malaria sur 2 fronts. La lutte contre le parasite et la lutte contre le moustique. Le moustique anophèle pond ses œufs dans l'eau stagnante. Sur ce film de 1940, on voit un soldat répandre du pétrole à la surface d'un étang pour tenter d'asphyxier les larves du moustique. Dans les années 40, on découvre un insecticide puissant et bon marché, le DDT. S'appuyant sur cette arme de destruction massive, l'Organisation mondiale de la santé va lancer en 1954 une campagne d'éradication du paludisme. Déversé en quantité industrielle, le DDT permettra d'éradiquer la malaria des pays industrialisés. En 1964, il n'y a plus de malaria en Europe. Les campagnes de lutte vont se poursuivre en Inde, en Amérique du Sud et en Afrique. La lutte contre les moustiques et la malaria trouve au Congo un nouvel auxiliaire. Utilisé sur une grande échelle pour répandre les produits insecticides sur les régions les plus insalubres, l'hélicoptère donne à nouveau la mesure de ses qualités manœuvrières et couvre chaque jour des surfaces que l'homme aurait mis des mois ou des années à traiter. Mais on commence à s'inquiéter de l'effet du DDT sur la santé des populations, même si aujourd'hui encore, sa toxicité n'a pas été réellement démontrée. Le produit est retiré du marché, puis interdit. Les industriels de la chimie vont en profiter pour proposer d'autres insecticides plus chers. Autour de la malaria, le business commence. Jusqu'à aujourd'hui,
aucun insecticide n'est venu à bout du moustique. On se contente donc d'éviter qu'il agresse l'homme. Pour se protéger des piqûres, on utilise des produits répulsifs et surtout des moustiquaires. Depuis la fin des années 80, la plupart des moustiquaires sont imprégnés d'insecticides à effet longue durée. Elles sont souvent distribuées gratuitement. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime que le nombre de cas de malaria a diminué de moitié grâce à la distribution de moustiquaires imprégnés. Mais n'est-ce pas un cadeau empoisonné? Nous avons rencontré au Luxembourg le professeur Pierre Ludgen. Ce docteur en chimie a travaillé longtemps pour des multinationales du secteur. Dans beaucoup de pays, il y a une recrudescence. On a vu ça au Burundi maintenant, on a vu ça dans plusieurs pays. Depuis qu'on met vraiment en place les moustiquaires, il y a une épidémie qui se déclare de nouveau. Et j'essaie de comprendre. Et j'ai une hypothèse, c'est que les pyréthroïdes, insecticides qui se trouvent sur le moustiquaire, ne tuent pas tous les moustiques. Ceux qui survivent, c'est les... Et ceux-là, ils sont d'attaque et c'est ceux-là qui deviennent transmetteurs virulents du paludisme. À l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, nous avons rendez-vous avec un entomologiste spécialisé dans la lutte contre la malaria. Le professeur Kozman s'inquiète d'un changement de comportement chez les anophèles. On peut voir effectivement à certains endroits, surtout après l'usage massif des moustiquaires imprégnés, que le moustique peut à ce moment-là décaler son agressivité plutôt en journée ou le plus souvent en soirée. Autre grief adressé aux moustiquaires imprégnés, chers à l'OMS, certaines ne verront que le lit des rivières. Ce détournement est un exemple de la manière dont une idée charitable peut avoir des effets pervers sur l'environnement. Parallèlement à la lutte contre le moustique, s'est organisée la lutte contre le parasite. On a pensé d'abord à un vaccin, comme il en existe contre la rage ou la variole, mais à ce jour, aucun vaccin anti-malaria n'est disponible sur le marché. Restent les médicaments. C'est dans cet ancien laboratoire de l'université Paris-Descartes que fut isolée la quinine. Nous avons ici un pot de sulfate de quinine qui a été isolé par Pelletier et Caventou qui ont découvert tous les deux la quinine en 1820. Jusqu'alors, la seule substance qui était utilisée pour se protéger du paludisme, c'était l'écorce de quinquina. Donc d'un seul coup, c'est devenu vraiment un très gros progrès puisqu'on avait vraiment la quinine, les principes actifs purs que l'on pouvait administrer à la dose exacte aux patients. Donc c'était un très gros progrès thérapeutique à l'époque. Des générations d'adultes et d'enfants seront soignés par la quinine. L'Indonésie était en 1940 le premier producteur mondial de quinine. Quand le Japon envahit l'archipel et empêche toute exportation, les Occidentaux se rendent compte de leur dépendance à la matière première. Ils développent rapidement une molécule de synthèse, la chloroquine, qui donnera naissance à de multiples déclinaisons, dont la célèbre nivaquine. C'est une autre guerre, celle du Vietnam, qui va révéler l'existence d'un traitement alternatif. Les combattants des deux camps sont assaillis par les moustiques. Pour faire face à la malaria, les Américains prennent de la chloroquine. En face, les troupes communistes sont décimées par la maladie. Des vétérans diront plus tard que la malaria était plus redoutable que les GIs.
Le dirigeant communiste Ho Chi Minh fait alors appel au grand frère chinois, qui propose de lui envoyer une plante médicinale connue depuis des siècles en Chine, le Xin Hao. Nom scientifique, Artemisia annua. Des tonnes d'Artemisia sont amenées vers le Vietnam et consommées en tisane par les combattants communistes. Elle fait l'effet d'une potion magique et contribuera même modestement à la victoire des Viet Cong. Certains y verront le premier succès de la médecine naturelle sur la médecine conventionnelle. Parallèlement, Mao avait lancé en 1967 le projet 523, une vaste recherche qui vise à isoler les principes actifs des plantes médicinales, dont l'Artemisia. Étrangement, les Occidentaux vont tourner le dos à la plante, qui retombe dans l'anonymat. L'Organisation mondiale de la santé continue à recommander la chloroquine. Les laboratoires développent bien quelques nouvelles molécules, mais pas pour les populations du Sud touchées par la malaria. L'industrie cible une clientèle occidentale qui se rend sous les tropiques. Pour les traitements préventifs, il y a soit la malarone, soit le lariam, soit la doxycycline, mais tous ces produits ils nécessitent vraiment une consultation médicale et une prescription médicale. Il faut une ordonnance. Oui, il faut une ordonnance pour ces produits. Et sinon, c'est quoi les différences? La différence, il y a déjà une différence de prix entre la malarone, qui est un produit quand même assez coûteux, et puis la doxycycline, qui est très peu coûteuse. Le lariam, maintenant, c'est quasiment plus utilisé en Guyane. Et pour cause, ce médicament est largement décrié. Il continue pourtant d'être prescrit, alors que ses effets secondaires peuvent être dévastateurs, particulièrement chez les personnes sensibles. Autre question dans l'actu du moment, comment va Stromae? Le chanteur est KO physiquement, il vient d'annuler toute une série de concerts jusqu'au 2 août exactement, un silence assourdissant. J'ai subi des effets secondaires du Lariam. Ça m'est arrivé en 2015, en juin 2015. C'était dans le cadre de ma tournée en Afrique. J'étais stressé, j'étais épuisé. Tout prédisposé à péter un plomb, ça c'était sûr, mais l'accélérateur c'était le Lariam, quoi. Pendant le concert, je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais persuadé de la folie dans laquelle j'étais. Évidemment, on n'a pas le recul. C'est de la paranoïa, c'est plein de trucs. Et puis mon frère a eu le déclic et là, il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Et je pense que s'il n'avait pas été là, je me serais sans doute suicidé cette nuit-là, ça c'était sûr. Je pèse bien mes mots quand je dis ça. Et s'il n'avait pas été là, je ne pense pas que je pourrais vous parler aujourd'hui.